Si tu sais compter jusqu'à 2, tu sais lancer une mouche. Tu tiens la poignée comme un marteau. Voilà, tu arrêtes la canne devant et tu l'arrêtes derrière. Tiens bien ta main gauche en bas. Voilà, 1, 2, 1, 2. Au départ, ce qui compte, c'est d'arrêter la canne. Après, le principal est fait. Voilà, tu arrêtes bien la canne devant et derrière. 1, 2, 1, 2. Voilà, maintenant tu vas le faire tout seul. Baisse bien ta main. Je remonte toujours cette main gauche. Hein. Il faut bien travailler du poignet. Si c'est tout le bras qui lance la canne, qui lance la soie plutôt, si c'est tout le bras, automatiquement la canne va derrière. Si elle va derrière, partant de là, la soie touche derrière, touche l'herbe. S'il y a une mouche au bout, c'est accroché à chaque fois. Si l'élève travaille bien du poignet, il y a déjà beaucoup de gagnés. Hein. Il y a eu même des écoles, où on apprenait à lancer avec le bras. Pour moi, je ne pense pas que ça soit une bonne méthode, puisque par la suite, en action de pêche, on pêche toujours avec le poignet, que ce soit sur des petits coups, sur des grands coups. C'est un peu comme si pour lancer une cuillère. Pour lancer une cuillère, si on veut lancer une cuillère avec le bras, c'est pas possible d'être précis à 1 mètre près. Alors que si on lance un coup de poignet sec, on est obligé d'être précis. Au début, il ne faut pas lancer longtemps. Le poignet n'est pas habitué à ce mouvement. Le plus dur, c'est une fois que l'on s'est lancé, on se retrouve au bord de l'eau, le plus dur, c'est de ne pas s'énerver. Et quand on est au bord de l'eau, au début, quand on commence à pêcher, c'est pareil. Il faut savoir s'arrêter, ne pas pêcher pendant 1 heure de suite, parce que avec la fatigue du poignet, il n'y a plus rien qui va. Au début, quand le pêcheur va sur l'eau, s'il pêche pendant 1 heure ou 2 de la main droite, il ne se rend pas compte qu'il a le poignet fatigué, et il pêche très mal. Alors que si toutes les quarts d'heure, toutes les 10 minutes, il pêche un peu de la main gauche, ça lui repose le poignet sans qu'il s'en rende compte. Et de plus, il y a des positions dans l'eau où, lorsqu'on fait la rive droite, par exemple, s'il y a beaucoup d'eau, pour passer sur une manche, c'est quand même beaucoup plus facile de la main gauche que de la main droite. J'apprends donc toujours en revers, puisque c'est plus difficile à pêcher en revers qu'en coup droit. Et le gars qui commence à apprendre ne peut pas savoir que c'est plus difficile en revers. Et ça lui restera toute sa vie après. Si l'élève se met a tendance à regarder sa soie derrière, se tourne, en pêchant en revers, donc se tourne sur la gauche, automatiquement la canne va partir derrière. Ce qu'il y a, si j'ai des bons résultats, si j'apprends très vite à lancer à la mouche, je pense que ça vient surtout du fait que, bon, il y a la petite canne évidemment, puisque plus elle est longue, plus il fatigue vite. Donc au début c'est très mauvais. Et la soie lourde. Comme il y a une soie numéro 6, ils sentent bien la soie. Si c'était une grande canne, donc elle fatiguerait le poignet. Une soie numéro 4 ou 5, ou 3 ou 4 plutôt, comme c'est souvent le cas, ils sentent pas la soie. C'est comme si ils lançaient avec rien au bout. Là, il va poser la canne haute. Et une école aussi longtemps où, pour poser, on expliquait aux gars qu'il fallait baisser la canne. Alors que c'est tout à fait l'inverse, il faut garder la canne très haute pour que la mouche se pose en douceur et ne pas casser l'action de la canne. Plus on pousse dessus quand on veut poser, moins bien on pose. Alors que si on la laisse tomber toute seule, normalement, non seulement il y a un posé tout en douceur, mais la mouche flotte bien. Si on plaque une mouche sur l'eau, automatiquement elle est déjà à moitié coulée. 1, 2, 1, 2. Allez, tu poses. Voilà, c'est bien. La pêche à la noyée, qui se pratique à 2 mouches, qui se pratique à 3 mouches, c'est interdit, donc avec la nouvelle loi pêche, qui se pratique à 2 mouches, est une pêche dont les mouches sont sous l'eau. Elle se pratique principalement en descendant. On peut la pratiquer en montant, mais la vraie pêche en noyée se pratique en descendant la rivière, en essayant de traverser toute la rivière pour battre le plus possible de surface.
Le plus important est de trouver la hauteur du poisson, c'est-à-dire de laisser couler les mouches à 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Essayez de trouver la hauteur où le poisson se tient. Pour la pratique de la noyée, il faut une grande canne, sans exagération, 9 pieds, 9 pieds et demi étant l'idéal, toujours pour une question de fatigue inutile. La noyée se pratique avec le même matériel que la sèche, l'important étant la présentation des mouches. C'est-à-dire qu'il faut que les mouches soient toujours devant le bas de ligne et non pas derrière. Pour être sûr d'avoir une bonne présentation, il faut bien voir sa soie, qu'elle ait une courbe et que l'on soit sûr que les mouches sont devant. Autrement dit, il faut une soie qui flotte très bien, qui ne coule pas, et le bas de ligne uniquement devant couler. De plus, pour les arracher, on pêche très loin, noyer le plus loin possible. Si une soie coule, si elle coule de 3 ou 4 mètres, on ne voit pas très bien comment on peut l'arracher à chaque lancée. La couleur du corps a une grosse importance dans la mouche noyée, le hack un petit peu, la couleur du hack là sûrement un petit peu, mais le plus important c'est la couleur du corps. Il faut travailler ces mouches lorsque l'on a lancé, qu'on a laissé couler les mouches au fond. Pour les ramener, avant de les ramener, il faut les travailler de plusieurs sortes, en petites secousses, en secousses moyennes, en grandes secousses, ou en les laissant couler simplement naturellement. Il faut essayer de trouver la façon dont on prend la truite. Un jour, elle prendra sur le travail de la mouche de 10 cm, un jour, elle prendra sur un travail de 20 cm, un jour, elle prendra ce qu'on appelle la glisser, c'est-à-dire la faire franchement draguer tout le long de la rivière. C'est au pêcheur à trouver le travail qu'il doit faire sur la mouche. En mouche noyée, si c'est une rivière uniforme, il faut lancer sur la berge opposée, le plus près possible de la berge opposée, où il y a souvent un poisson qui peut prendre les mouches tout de suite sur le posé, pour pouvoir traverser toute la rivière, lorsque cela est possible. Si la rivière est vraiment caouteuses, chahutée, on fait les postes exactement comme on sèche en pêchant l'eau. C'est-à-dire devant un caillou, derrière un caillou, et c'est là que le sens de l'eau intervient. Théoriquement, on pêche en noyer lorsqu'il n'y a pas de gobage. Et dans le temps, les pêcheurs à la mouche ne pêchaient pas, en mouche sèche, ne pêchaient pas l'eau. Ne pêchaient que les gobages. Et lorsqu'il n'y avait pas de gobage, ils pêchaient en noyer. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune activité en surface, la truite étant peut-être en activité sous l'eau, on doit donc pêcher en noyer lorsqu'il n'y a pas de gobage. C'est-à-dire souvent le matin, ou au printemps toute la journée. En noyer, il n'y a donc pas de ferrage. On doit s'occuper uniquement de la présentation des mouches. C'est-à-dire bien suivre sa soie pour voir si elle a la bonne courbe, pour être sûr que les mouches sont à l'avant. Lorsqu'une truite prend la mouche, elle se prend toute seule, les mouches étant tendues. Elles doivent toujours être tendues, c'est-à-dire que même sur un relâché, en fait, il n'y a pas de relâché, c'est des secousses continues, toujours en remontant, sans jamais relâcher, car si on est pris sur le relâché, c'est une truite qui est ratée. Pour avoir une bonne présentation en noyer, il faut surtout lancer 3/4 aval. C'est-à-dire ne pas jamais lancer en amont, ne jamais lancer un quart aval. En principe, on n'aura pas une bonne présentation. Plus le coup est difficile, c'est-à-dire suivant le courant qu'il y a, plus il faut lancer en aval, pour être sûr d'avoir une bonne présentation tout de suite des mouches. C'est-à-dire que les mouches soient bien en avant. S'il y a un gros courant au milieu, qui va donc entraîner la soie, et partant les mouches resteront derrière, il faut lancer le plus possible en aval. Et c'est sûrement un des secrets de la pêche en noyer. Bon là, nous allons pêcher en sèche. Nous allons pêcher l'eau, c'est-à-dire faire tous les postes, devant les cailloux, dans les petits courants, partout où peut se tenir une truite. C'est une pêche qui se pratique de plus en plus, les gobages étant de plus en plus rares, et de toute façon, c'est sûrement une pêche plus sportive que de pêcher les gobages. Il est bien entendu que le gros problème de la mouche sèche, c'est de faire flotter une mouche à la perfection. Il y a deux problèmes, que la mouche flotte bien, et surtout qu'elle ne drague pas. C'est-à-dire qu'elle aille à la même vitesse que le courant, ce qui est le plus difficile. Beaucoup de pêcheurs ont des refus sur un poisson, ils changent de mouche, alors que souvent ça vient uniquement du dragage. Pour pêcher l'eau, l'exactitude de la mouche a moins d'importance que sur un gobage. La mouche étant posée sur un poste, pour ainsi dire sur la tête de la truite,
Une mouche d'ensemble suffit souvent. Sur les gobages, la truite est beaucoup plus sélective. Elle a le temps de monter, de regarder la mouche, de l'observer, alors que sur un poste, devant un caillou par exemple, il prend la mouche sitôt tombée. Il est préférable de pêcher les courants. On peut pêcher l'eau en pêchant les plats, mais enfin c'est vraiment aléatoire, les bordures. C'est aucun gobage. En pêchant une bordure, on peut très bien faire monter un gros poisson en faisant la bordure tous les 10 cm. Mais c'est une pêche qui est monotone. Lorsqu'on pêche l'eau, il est préférable de faire les courants ou les endroits encombrés. Si on veut prendre quelques truites, il est préférable de pêcher les endroits qui ne sont pas faits par les autres. Et de plus en plus les petites rivières. Et pour pêcher l'eau, il faut toujours être derrière le poisson, pour pouvoir l'approcher le plus près possible pour être précis. Et si on peut attaquer un poste à 3 mètres à la place de 10, il est préférable de l'attaquer à 3 mètres. Cette pêche étant uniquement une pêche de précision. Et on pêche toujours en remontant, contrairement à la noyée, on pêche toujours en remontant. Pour cette pêche de courant, la première chose à acheter, c'est sûrement le vaders, qui permet de bien se placer, toujours derrière le poisson donc, toujours dans les rivières où c'est toléré. Pour les cannes, il est évident que plus on pêche une grande rivière, plus on risque de toucher des gros poissons. Il faut reconnaître qu'il est préférable d'avoir une canne de 8 pieds qu'une 6 pieds pour travailler un gros poisson. Par contre, pour les enfants, il est vraiment préférable que l'enfant ait une canne courte qu'une canne longue. Il ne sera pas fatigué par le poids de la canne, puisque toutes les cannes sont très très légères maintenant, mais c'est par la longueur. Autrement dit, il risque de pêcher mal, ayant le poignet fatigué par la longueur de la canne. L'idéal étant évidemment d'avoir 2 cannes, c'est-à-dire une petite et une longue. Mais lorsque je dis longue, je dis bien jusqu'à 8 pieds. Pour moi, c'est une longueur largement suffisante pour pêcher toutes les rivières. Je n'ai jamais compris la nécessité d'avoir une 9, 10, voire 11 pieds. Quelqu'un qui sait lancer correctement une mouche doit pouvoir lancer avec une 5 ou 6 pieds. La soie doit être équilibrée avec la canne, très important. Il est préférable de loin d'avoir un numéro de plus qu'un numéro de moins, ce qui s'explique par le lancer, pouvoir sentir sa soie, être plus précis. Une soie très légère ne permet aucune précision et pouvoir surtout lancer dans le vent. Le baline a une grosse importance. Sitôt qu'il y a du vent, il doit être raccourci au maximum. Personnellement, avec ma méthode de pêche, je n'ai pas ce problème puisque j'ai des balines très courts. Quant au moulinet, dans ce matériel, le moulinet n'a aucune importance. Il est juste fait pour amener la soie. La pêche du gobage étant donc en principe la vraie pêche de la mouche sèche, puisque théoriquement on devrait pêcher que le gobage, c'est-à-dire de repérer un poisson qui est en train de se nourrir. Les mouches passent sur l'eau et les poissons les prennent en choisissant, hélas, souvent leurs mouches. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs mouches sur l'eau, plusieurs sortes de mouches sur l'eau, ils peuvent très bien ne prendre qu'une mouche bien déterminée. Le grand plaisir de la pêche du gobage, c'est certainement de trouver la bonne mouche. Il est certain que quelquefois elles prennent n'importe quelle mouche, mais souvent, surtout sur les plats, il n'est pas évident de trouver la bonne mouche tout de suite. De savoir si elles prennent en nymphe, en subimago. Souvent le débutant se fait tremper sur ce gobage, qui est d'ailleurs beaucoup plus gros. La truite prenant la mouche, au moment où elle sort de l'eau, elle se débat. La pêche de gobage se pratique principalement donc sur les plats. Lorsque l'on a vu le gobage, il suffit de lancer devant, le plus près possible du gobage. Il faut éviter de lancer à 1 mètre devant pour que la truite ne voit pas le fil, car elle est souvent en surface. Sur la pêche du gobage, le ferrage est le même qu'en pêchant l'eau, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais ferrer trop vite. Si l'on doit rater un poisson, ça sera en ferrant trop vite plutôt qu'en ferrant un retardement. Lorsque l'on pêche les gobages, il faut essayer de s'approcher le plus possible du poisson. Si c'est une plaine, il suffit d'avancer tout doucement pour ne pas faire de vagues, pour ne pas alarmer le poisson. Comme on l'a vu dans la leçon de lancer mouche, si on apprend à bien lancer, c'est en définitive pour apprendre à poser une mouche impeccablement. C'est-à-dire que lorsque l'on lance sur un gobage, par exemple, il faut que la mouche se pose le plus délicatement possible. Si elle est plaquée sur l'eau, la truite est alertée tout de suite. Le diamètre du fil a souvent une grande importance. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir la mouche exacte, la bonne mouche, mais le fil étant trop gros, surtout sur une plaine, la truite a donc le temps d'examiner la mouche. On risque d'avoir un refus uniquement parce que le fil est trop gros. Pour être sûr d'avoir la bonne mouche, il faut prendre le risque de perdre une mouche, c'est-à-dire de mettre un fil beaucoup plus petit. Et là, si on est pris, mettons sur 8 centièmes, on sait au moins qu'on a la bonne mouche. Le fil allant souvent d'ailleurs avec la grosseur de la mouche. Si on pêche avec une mouche de mai, il est évident que si ce n'est pour ne pas vriller, on pêchera sur 15, 16 centièmes, voire 18 centièmes si la mouche est grosse. Et plus la mouche est petite, plus le fil doit être petit.
j'envoie les poules de pêche, les poules grises, mélangées avec des roux pour essayer d'avoir des marrons, des plumes de toutes les couleurs, quoi. Comme les coqs de pêche, c'est une race qui n'est pas fixée. Même si on met un coq avec des poules grises, on n'a pas forcément de gris. Il y en a beaucoup de noirs qui ressortent. Je cherche avec les poules blanches à avoir des coqs très cendrés, gris clair le plus possible, pour avoir toutes les tonalités de gris. Une fois qu'on a la couleur, on n'a pas forcément la qualité de la plume. Si la plume n'est pas bonne, le coq n'est pas bon, il faut recommencer, quoi. Il faut en faire beaucoup pour arriver à un résultat. C'est une question de chance, il peut y avoir 10%, comme il peut y avoir 1%, il peut y avoir 20%. On aurait souvent plus facilement la couleur, même, que la bonne plume. Si on met un coq de pêche dans une région où le terrain n'est pas bon, au bout de 6 mois, il a la plume d'un coq ordinaire. Il faut compter 4 mois à peu près pour que la plume soit repoussée et soit bien mûre. C'est-à-dire qu'on les plume 3 fois par an. Voilà, c'est le véritable coq de pêche. Alors voilà le coq installé pour le plumer. Je vais commencer par plumer le collet, par les petites plumes, et après les plus en plus grands. Voilà, les toutes petites. Ça, c'est pour faire sur hameçon de 20, pour faire les petits moustiques. Après, un peu plus grand. Donc ça, c'est pour faire les mouches sur hameçon de 16. Un peu plus grand, pour faire sur hameçon de 14. Et pour faire les grosses mouches. Alors maintenant, on a donc les pelles. On s'en sert surtout pour faire les cercles, les queues des mouches. Et pour faire des mouches noyées. Beaucoup au montage espagnol. Ensuite, il y a les pelles d'ailes, pareil, qui sont encore plus grandes, très raides, pour faire pareil, ou les cercles ou les mouches noyées. Après, nous avons donc les lancettes, les lances. Alors là, avec ça, on peut faire soit les grosses mouches, soit les queues pareilles. Il y a donc 3 sortes de plumes. Pour une plume de qualité, il faut d'abord la brillance. Il faut que la mouche brille, la plume brille beaucoup. Il faut que les barbules qui composent la plume soient de la même longueur tout le long de la plume. Il faut que les barbules soient très raides, évidemment. Encore qu'il ne faut pas que ce soit du fil de fer, quand même. Qu'il n'y ait pas de duvet. Là, on le voit, le duvet, c'est normal qu'il y en ait toujours à la fin, qu'il n'y ait pas de duvet le long de la plume. Et que la tige centrale ne soit pas trop grosse. C'est-à-dire, là, pour pouvoir l'enrouler comme il faut. À peu près les principales qualités d'une plume. Bon, nous allons fabriquer un sedge. Je prends un fil de la couleur du corps pour fixer mon quille. Je prends mon quille qui va former le corps. C'est-à-dire une barbe. Une plume. Je forme le corps. Je prends le fil de montage. Voilà, le corps est formé. Je vais positionner mes 4 ailes que je prends avec des pointes de hacle.
découpe à la longueur voulue. J'enlève les barbes pour pouvoir les fixer comme il faut. Et je positionne mes ailes. Et je fixe. Je prends 2 hâtes-le-roux qui vont former la collerette. La collerette. Je les fixe. Je les enroule. J'enroule le premier hâte. Je le fixe avec la chaîne de montage et j'enroule le deuxième hâte. Je le fixe avec mon fil de montage et je fais le nœud final. Je serre mon nœud final. Je coupe le fil de montage. Et le bout de plume qui reste. Voilà. Voilà, mouche terminée. En conclusion, il ne faut aller au bord de l'eau que s'il en a envie de pêcher. Pour prendre du poisson, surtout à l'époque actuelle, à part quelques rares exceptions près, les 2-3 bons jours dans l'année, il faut de plus en plus mériter son poisson. On ne peut plus se permettre d'attendre les gobages, et on est donc obligé de le chercher. Ce qui, de toute façon, est une pêche 100 fois plus intéressante que d'attendre des gobages. Lorsque l'on fait l'eau, le poisson que l'on a trouvé, on l'a mérité. Celui qu'on prend sur le gobage, pour peu que l'on ait la bonne mouche, est vraiment trop facile à prendre.